Le carillon de la pharmacie Baudelaire résonnait encore dans l'air froid du matin, ce 3 janvier 2012. Marguerite Hoffmann pressait le bouton une troisième fois, son souffle formant de petits nuages blancs dans l'air glacial de Colmar. À 68 ans, elle était habituée aux matinées difficiles, son arthrite la réveillait toujours avant l'aube. Et seuls ses médicaments pouvaient apaiser cette douleur lancinante qui lui tenaillait les articulations. La pharmacie était pourtant éclairée, ses vitrines centenaires diffusant une lumière dorée sur les pavés mouillés de la rue des Augustins. Une légère brise soulevait la porte d'entrée, laissant échapper par intermittence le ronronnement familier du ventilateur à l'étage. Marguerite fronça les sourcils. En 40 années de fréquentation assidue de cette officine historique, elle n'avait jamais connu Philippe Baudelaire en retard pour l'ouverture. Philippe était un homme d'habitude rigoureuse, méticuleux jusqu'à l'obsession. Depuis qu'il avait repris l'affaire familiale après la disparition brutale de son père, il ouvrait tous les matins à 7 heures précises, été comme hiver. Les habitants du quartier réglaient leur montre sur sa ponctualité légendaire. Sa silhouette élancée, toujours vêtue de sa blouse immaculée, était devenue au fil des années un repère rassurant dans cette partie du centre historique. Marguerite poussa doucement la porte entrebâillée. Le carillon tinta faiblement, comme étouffé par une atmosphère inhabituelle. L'odeur familière des médicaments et des huiles essentielles flottait dans l'air, mêlée à quelque chose d'indéfinissable. Une tension, une inquiétude palpable qui semblait émaner des murs eux-mêmes. « Monsieur Baudelaire » appela-t-elle d'une voix hésitante. Seul le silence lui répondit, troublé uniquement par le bruit régulier du ventilateur au-dessus. Les rayons étaient parfaitement ordonnés, les médicaments alignés avec la précision d'un pharmacien consciencieux. Rien ne semblait déranger, et pourtant, l'absence criante de vie humaine transformait ce lieu familier en un théâtre vide et inquiétant. Marguerite se souvenait parfaitement du dernier samedi, quand elle était venue chercher ses comprimés pour la tension. Philippe lui avait semblé préoccupé, plus silencieux que d'habitude. Il avait préparé son ordonnance avec ses gestes habituels, mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde, comme s'il portait un fardeau invisible. Ses jumeaux, Antoine et Baptiste, 9 ans à peine, jouaient alors dans l'arrière-boutique, leur rire cristallin contrastant avec l'humeur sombre de leur père. Ces enfants étaient le rayon de soleil de Philippe depuis le décès de leur mère, 3 années auparavant. Élise Baudelaire avait succombé à une maladie foudroyante, laissant son époux seul face à l'éducation de 2 petits garçons vifs et intelligents. Philippe S. était alors transformé, passant d'un homme sociable et ouvert à un père protecteur, presque possessif, qui préférait garder ses fils près de lui plutôt que de les confier à d'autres. Le quartier entier connaissait l'histoire tragique des Baudelaire. Philippe avait refusé toute aide extérieure après la mort de sa femme, assumant seul l'éducation de ses garçons tout en maintenant la pharmacie à flot. Les jumeaux étaient instruits à domicile. Philippe prétextait leur fragilité après le traumatisme de perdre leur mère si jeune. Les voisins les apercevaient parfois aux fenêtres du premier étage, leurs visages pâles, pressés contre les carreaux, observant la rue avec une curiosité mêlée de mélancolie. Marguerite ressortit de la pharmacie, le cœur battant. Quelque chose clochait. Philippe n'aurait jamais laissé son commerce ouvert sans surveillance, surtout avec le coffre-fort contenant les stupéfiants et les médicaments de forte valeur. Elle traversa la rue étroite pour rejoindre la boulangerie Schneider, où Gisèle, la propriétaire, préparait déjà ses premières fournées. « Gisèle, vous avez vu Philippe ce matin ?» demanda Marguerite, essoufflée. La boulangère, une femme robuste aux joues roses par la chaleur du fournil, secoua la tête en pétrissant sa pâte. « Non, et c'est bien étrange. D'habitude, il passe prendre ses croissants pour les petits vers 7h30. Aujourd'hui, rien. » L'inquiétude de Marguerite se précisa. Philippe était un client régulier de la boulangerie. Chaque matin, il achetait 2 croissants au beurre pour Antoine et Baptiste, un rituel immuable depuis des années.
Gisèle racontait souvent avec émotion comment Philippe tentait de maintenir des traditions familiales, malgré l'absence de leur mère. « Vous pensez qu'il faut prévenir quelqu'un » murmura Marguerite. Gisèle s'essuya les mains sur son tablier, réfléchissant. « Attendons encore un peu. Peut-être qu'il est juste parti faire une course urgente avec les garçons. » Mais au fond d'elle-même, Marguerite savait que cette explication ne tenait pas. Philippe ne laissait jamais sa pharmacie sans surveillance, et surtout pas un matin de semaine quand la clientèle âgée du quartier venait récupérer ses traitements habituels. Les heures écoulèrent avec une lenteur douloureuse. À 11 heures, Marguerite ne put supporter davantage cette attente. Elle se dirigea vers le commissariat de police, situé à quelques rues de là, dans un bâtiment moderne qui contrastait avec l'architecture médiévale du centre historique. L'officier de permanence, un jeune homme aux traits fatigués, l'écouta avec une attention polie mais détachée. Les disparitions temporaires, n'étaient pas rares, surtout concernant des hommes isolés avec des enfants. Peut-être Philippe avait-il eu besoin de échapper quelques jours, de prendre du recul avec ses responsabilités écrasantes. Madame Hoffman, nous allons noter votre signalement. Mais comprenez que 48 heures doivent s'écouler avant de pouvoir officiellement ouvrir une enquête de disparition. Marguerite insista, expliquant que Philippe N. n'était pas homme à abandonner ainsi sa pharmacie. L'officier promit de faire un contrôle dans la journée, mais son ton suggérait qu'il considérait cette affaire comme banale. De retour dans la rue des Augustins, Marguerite observa les fenêtres du premier étage de la pharmacie. Les rideaux étaient tirés, masquant l'intérieur de l'appartement familial. Une angoisse sourde lui serra la poitrine. Où étaient Philippe et les jumeaux? Que s'était-il passé dans cette maison silencieuse? Le soir tombait sur Colmar, teintant les façades à colombages d'une lumière orangée. Les touristes commençaient à déserter les rues, laissant place au calme hivernal qui caractérisait la ville en cette période de l'année. Marguerite rentrait chez elle. Mais son esprit restait hanté par le mystère de la pharmacie Baudelaire. Cette nuit-là, elle eut du mal à trouver le sommeil. Par sa fenêtre, elle apercevait les lumières encore allumées de la pharmacie, comme si la vie avait été interrompue en plein élan. Une prémonition terrible grandissait en elle. Quelque chose de grave était arrivé à cette famille déjà frappée par le malheur. Le lendemain matin, la nouvelle était répandue dans tout le quartier. Philippe Baudelaire et ses fils jumeaux avaient disparu sans laisser de traces. La pharmacie centenaire, pilier de la communauté locale, avait fermé ses portes pour la première fois depuis 3 générations. Et avec cette fermeture, était tout un pan de l'histoire du quartier qui s'effaçait dans le mystère le plus complet. L'inspecteur Marc Rousseau arriva sur les lieux le 5 janvier au matin, 48 heures après le signalement de Marguerite Hoffman. À 45 ans, cet homme aux tempes grisonnantes avait l'habitude des affaires complexes, mais quelque chose dans l'atmosphère de la pharmacie Baudelaire le troublait profondément. L'absence totale de signes de lutte, la propreté méticuleuse des lieux, le silence oppressant qui régnait dans chaque recoin du bâtiment, tout cela créait un tableau déroutant. Accompagné de sa collègue, l'inspectrice Claire Martineau, Rousseau examina minutieusement chaque détail. Le rez-de-chaussée était impeccable. Les médicaments étaient parfaitement rangés. Le tiroir-caisse contenait la recette de la veille et le coffre-fort, bien que fermé, ne portait aucune trace d'effraction. La voiture de Philippe, une Peugeot 307 gris métallisée, était garée dans la petite cour arrière, ses clés suspendues au tableau près de la porte de service. « C'est comme si le était volatilisé », murmura Claire en feuilletant le carnet de rendez-vous de Philippe. L'agenda était rempli de notes soigneuses jusqu'au 2 janvier. Philippe y avait inscrit les commandes à passer, les médicaments à renouveler, les clients réguliers à rappeler. Rien n'indiquait une préparation au départ. Au contraire, tout témoignait d'un homme organisé qui planifiait scrupuleusement son travail des jours suivants. L'appartement familial, situé au premier étage, révéla d'autres indices troublants. La cuisine était rangée. Mais Marc remarqua que la vaisselle du petit déjeuner n'avait pas été faite. 3 bols,
3 petites cuillères, une boîte de céréales ouverte sur la table, les traces d'un repas interrompu. Dans le réfrigérateur, les produits frais étaient encore consommables, suggérant une disparition récente. Les chambres des jumeaux, décorées de posters d'animaux et de cartes du monde, montraient une organisation remarquable pour des enfants de 9 ans. Les lits étaient faits. Les jouets rangés dans leurs bacs respectifs, les vêtements soigneusement pliés dans les armoires. Cette propreté excessive intriguait Marc. Il avait 2 fils du même âge, et leur chambre ressemblait généralement à un champ de bataille. « Regardez ça !» dit Claire en désignant les bureaux des enfants. Sur chaque table de travail s'étalaient des cahiers d'exercice, des livres de mathématiques et de français, des dictionnaires usagés. Philippe faisait effectivement, école à domicile à ses fils, comme l'avaient confirmé plusieurs voisins. Les cahiers témoignaient d'un niveau scolaire excellent. Les jumeaux semblaient brillants. Leurs devoirs étaient réalisés avec soin et créativité. Mais c'est dans la chambre parentale que Marc fit une découverte qui l'interpella. Sur la table de nuit de Philippe s'empilait une dizaine de livres traitant de psychologie infantile, de traumatismes familiaux et de protection de l'enfance. Dans le tiroir, ils trouvèrent des brochures d'associations d'aide aux parents en détresse, ainsi qu'une correspondance avec un avocat spécialisé en droit de la famille. Claire parcourut rapidement les lettres. Apparemment, la belle famille de Philippe lui réclamait un droit de visite pour les jumeaux. La mère d'Élise, Monique Berger, y accusait Philippe de les isoler depuis la mort de leur fille. Marc se souvenait vaguement de cette histoire. La disparition d'Élise Baudelaire avait défrayé la chronique locale 3 ans auparavant. Cette jeune femme de 32 ans, institutrice appréciée, était morte subitement d'une embolie pulmonaire. Sa disparition brutale avait plongé toute la famille dans un deuil difficile, particulièrement Philippe, qui ne s'était jamais vraiment remis de cette perte. Les relations avec la belle famille S étaient tendues au fil des mois. Monique Berger reprochait à Philippe de surprotéger ses petits-fils, de les couper du monde extérieur sous prétexte de les préserver. Elle avait entamé une procédure judiciaire pour obtenir un droit de visite régulier, estimant que l'isolement N n'était pas bénéfique au développement des enfants. « Il faut qu'on rencontre cette grand-mère », décida Marc. Monique Berger habitait une petite maison dans la banlieue de Colmar. C était une femme de 65 ans, aux cheveux blancs impeccablement coiffés, qui accueillit les policiers avec une froideur polie. Ses yeux rougis trahissaient une inquiétude profonde, mais aussi une colère rentrée. « Je vous l'avais dit que cette situation finirait mal », déclara-t-elle sans préambule. Philippe était devenu obsessionnel avec ses enfants. Il ne les laissait voir personne. Et il refusait qu'ils aient des amis, qu'ils sortent jouer dans le quartier. Ce n'est pas normal pour des garçons de leur âge. Monique raconta comment Philippe avait progressivement coupé tous les liens entre les jumeaux et leur famille maternelle. Après la mort d'Élise, il avait d'abord accepté que les grands-parents voient régulièrement Antoine et Baptiste. Puis, peu à peu, les visites S étaient espacées. Philippe invoquait toujours des prétextes. Les enfants étaient fatigués, ils avaient du travail scolaire, ils ne se sentaient pas bien. La dernière fois que j'ai vu mes petits-fils, était il y a 6 mois, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Philippe m'avait promis de les amener pour mon anniversaire, mais il a annulé au dernier moment. Il prétendait qu'Antoine avait de la fièvre. L'avocat de Monique avait engagé une procédure pour faire reconnaître le droit de visite des grands-parents. L'affaire devait passer en audience dans quelques semaines. Philippe s'y opposait farouchement, arguant que ses fils étaient trop fragiles psychologiquement pour supporter ces perturbations. « Vous pensez qu'il aurait pu partir pour éviter le jugement ?» demanda Claire. Monique hésita longuement avant de répondre. Philippe aimait ses fils plus que tout au monde, mais cet amour était devenu malsain. Il avait une peur panique qu'on les lui enlève. Oui, il aurait été capable de fuir plutôt que de risquer de les perdre. Cette révélation ouvrait une piste nouvelle. Philippe aurait-il organisé sa propre disparition pour échapper à la justice familiale?
Mais cette hypothèse soulevait d'autres questions. Comment aurait-il pu planifier une fuite en laissant tous ses biens derrière lui? Et surtout, où seraient-ils allés? De retour au commissariat, Marc lança des recherches dans toute la région. Les gares, les hôtels, les refuges, tous les lieux susceptibles d'accueillir un homme seul avec 2 enfants furent contactés. Parallèlement, l'enquête financière révéla que Philippe n'avait effectué aucun retrait important dans les jours précédant sa disparition. Ses comptes bancaires étaient intacts, ses cartes de crédit inutilisées. La première semaine d'enquête s'acheva sans résultat concret. L'affaire commençait à attirer l'attention médiatique. Les journaux locaux titraient sur « Le mystère de la pharmacie Baudelaire » et les télévisions régionales consacraient des reportages au destin tragique de cette famille. Des photos d'Antoine et Baptiste circulaient dans tous les médias, 2 garçons aux yeux clairs et au sourire timide qui ressemblaient trait pour trait à leur mère défunte. Claire ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image de ses enfants. Elle-même mère de famille, elle imaginait la terreur que devaient ressentir ces petits garçons, arrachés brutalement à leur environnement familier. Car même si Philippe les avait emmenés volontairement, comment des enfants de 9 ans pouvaient-ils comprendre les raisons de cette fuite soudaine? Le 8e jour de l'enquête apporta un témoignage troublant. Bernadette Kessler, employée de ménage dans un bureau voisin de la pharmacie, se présenta spontanément au commissariat. Cette femme de 50 ans, habituellement très discrète, semblait bouleversée. « Je ne sais pas si c'est important », commença-t-elle d'une voix tremblante, « mais le matin du 3 janvier, vers 7h30, j'ai vu les petits jumeaux dans la pharmacie. Ils couraient entre les rayons du premier étage, comme s'ils jouaient à cache-cache. » Marc et Claire échangèrent un regard intrigué. Ce témoignage contredisait l'hypothèse d'un départ nocturne. Si les enfants étaient encore présents le matin même de la disparition, que s'était-il passé dans les heures suivantes? « Vous êtes certaine de ce que vous avez vu ?» insista Claire. « Absolument. Je nettoie les bureaux de L études notariales juste en face. J'ai une vue directe sur les fenêtres de la pharmacie. Les enfants couraient d'une pièce à l'autre. Ils avaient l'air de s'amuser. Mais C était étrange. Je n'ai pas vu Monsieur Baudelaire. » Ce témoignage changeait complètement la donne. Si les jumeaux étaient encore dans la pharmacie le matin du 3 janvier, leur disparition S était produite dans un laps de temps très court, entre 7h30 et l'arrivée de Marguerite Hoffmann vers 8h. Marc repensa au lieu qu'ils avaient fouillé. Avait-il manqué quelque chose? La pharmacie Baudelaire était un bâtiment ancien avec ses murs épais et ses recoins sombres. Existait-il des espaces qu'ils n'avaient pas explorés? L'enquête prenait une dimension nouvelle, plus sombre et plus angoissante. Car si Philippe et ses fils n'avaient pas quitté les lieux de leur propre gré, que leur était-il arrivé? Et surtout, qui aurait pu vouloir du mal à cette famille déjà frappée par le malheur? 3 semaines s'écoulèrent dans une atmosphère de plus en plus pesante. Colmar, habituellement paisible en cette saison, vivait au rythme de cette enquête qui monopolisait toutes les conversations. Dans les cafés du centre-ville, les habitants échangeaient leurs théories, leurs soupçons, leurs espoirs déçus. Chaque fausse piste était accueillie avec un mélange d'excitation et de désillusion qui épuisait nerveusement toute la communauté. Les affiches avec les visages souriants d'Antoine et Baptiste tapissaient désormais tous les murs de la ville. Ces photos, prises lors du dernier anniversaire des jumeaux, montraient 2 petits garçons aux joues rondes, aux cheveux blonds bouclés, dont les yeux pétillants d'intelligence contrastaient cruellement avec la gravité de la situation. Marguerite Hoffmann ne pouvait plus traverser la rue sans être submergée par une vague de émotion en croisant ses regards innocents. Marc Rousseau commençait à ressentir la pression de sa hiérarchie. L'affaire prenait de l'ampleur médiatique et le préfet réclamait des résultats. Mais comment résoudre une énigme qui semblait défier toute logique? Plus l'enquête avançait, plus les indices se contredisaient, créant un puzzle impossible à reconstituer. Le témoignage de Bernadette Kessler avait été analysé sous tous les angles.
Les experts avaient étudié les angles de vue depuis son poste d'observation, confirmé les horaires, vérifié sa crédibilité. Tout concordait. Les jumeaux étaient bien présents dans la pharmacie le matin du 3 janvier. Mais alors, comment expliquer leur disparition totale quelques minutes plus tard? Claire Martineau passait ses nuits à éplucher les dossiers, cherchant le détail qui leur avait échappé. Elle avait interrogé tous les voisins, tous les commerçants du quartier, tous les clients réguliers de la pharmacie. Personne n'avait rien vu d'anormal. C était comme si la terre S était ouverte pour engloutir Philippe et ses fils. Une nouvelle fouille de la pharmacie fut organisée, plus minutieuse encore que la première. Cette fois, Marc fit appel à une équipe de techniciens spécialisés dans l'exploration des bâtiments anciens. La pharmacie Baudelaire datait du XVIIIe siècle. Elle avait pu subir de nombreuses modifications au fil des générations. C'est ainsi qu'ils découvrirent l'existence d'une cave oubliée, accessible par une trappe dissimulée sous le comptoir principal. Cette cave, qui ne figurait sur aucun plan moderne, contenait les vestiges d'un ancien stockage de médicaments. Des étagères poussiéreuses, quelques bouteilles anciennes, des registres jaunis par le temps, rien qui puisse éclairer la disparition récente. Pourtant, Claire remarqua quelque chose d'étrange. Le sol de terre battue portait des traces de pas récents. Quelqu'un avait fréquenté cet espace dans les derniers mois, voire les dernières semaines. Mais qui et pourquoi? Philippe connaissait-il l'existence de cette cave? S'en servait-il comme cachette? L'enquête piétinait quand arriva le premier faux espoir. Un automobiliste, revenant de vacances, déclara avoir aperçu Philippe et 2 enfants dans une station-service près de Strasbourg, le 4 janvier vers midi. L'homme semblait nerveux. Les enfants paraissaient fatigués. Cette piste mobilisa immédiatement toutes les forces de police de la région. Pendant 48 heures, l'espoir renaît dans le cœur de Monique Berger et de tous ceux qui suivaient l'affaire. Peut-être Philippe avait-il effectivement fui avec ses fils. Peut-être était-il sain et sauf quelque part, tentant de refaire leur vie loin des conflits familiaux. Mais l'analyse des caméras de surveillance de la station-service révéla une amère déception. L'homme aperçu n'était pas Philippe Baudelaire. Ce premier faux espoir fut suivi de nombreux autres. Une institutrice de Mulhouse signala 2 enfants correspondant au signalement des jumeaux dans sa classe. Un chauffeur de bus affirma avoir transporté un homme et ses fils vers la frontière allemande. Un touriste envoya une photo prise à Paris, montrant silhouette floue qui ressemblait vaguement à la famille disparue. Chaque piste était scrupuleusement vérifiée, chaque témoignage analysé avec espoir. Mais toutes se révélaient infondées, ajoutant à la frustration générale et à l'angoisse croissante des proches. Monique Berger maigrissait à vue d'œil, rongée par l'inquiétude et les nuits d'insomnie. Elle avait installé près de son téléphone une photo de ses petits-fils, qu'elle contemplait en priant pour leur retour. Au commissariat, l'atmosphère se tendait. Marc sentait que son équipe commençait à douter, à s'épuiser dans cette course-poursuite avec des ombres. Claire, habituellement si optimiste, affichait désormais un visage fermé, marqué par la fatigue et la déception. L'enquête leur échappait. Et ils le savaient tous. C'est dans ce contexte de découragement que survint un événement qui relança brutalement l'affaire. Le 25 janvier, soit 3 semaines après la disparition, un livreur de la Poste remarqua un détail troublant en distribuant le courrier rue des Augustins. Une odeur étrange échappait de la bouche d'aération de la pharmacie, une odeur qu'il ne parvenait pas à identifier, mais qui lui donnait la nausée. L'homme, Claude Zimmermann, 54 ans, effectuait cette tournée depuis 20 ans. Il connaissait chaque recoin du quartier, chaque particularité des bâtiments qu'il desservait. Cette odeur ne lui était pas familière et elle lui rappelait désagréablement quelque chose qu'il préférait ne pas nommer. Alerté, Marc se rendit immédiatement sur place avec une équipe technique renforcée. L'odeur était effectivement perceptible, mais faible et intermittente. Elle semblait provenir du système de ventilation qui reliait la cave oubliée aux étages supérieurs. Une nouvelle fouille s'imposait, plus approfondie encore. Cette fois, les recherches étendirent aux murs, aux cloisons,
aux espaces entre les poutres anciennes. La pharmacie Baudelaire révéla peu à peu ses secrets architecturaux, des passages murés, des alcôves dissimulées, tout un réseau d'espaces oubliés témoignant des transformations successives du bâtiment. Dans l'une de ces alcôves, derrière une cloison de plâtre qui semblait récente, les techniciens découvrirent un espace étroit mais habitable. Un matelas fin était posé au sol, accompagné de quelques conserves vides et d'un cahier de dessin. L'analyse révéla rapidement que ces dessins avaient été réalisés par des enfants, des dessins naïfs représentant des maisons, des animaux, des personnages souriants. Marc examina attentivement ce cahier. Les dessins étaient datés, échelonnant sur plusieurs mois précédant la disparition. Certains portaient des signatures, Antoine et Baptiste, tracées avec l'application maladroite de Bambin de 9 ans. Que faisaient les jumeaux dans cette cachette? Était-ce un jeu, un refuge ou quelque chose de plus inquiétant? L'expertise des lieux révéla que cet espace avait été aménagé récemment. La cloison de plâtre était neuve, le matelas encore en bon état. Les conserves dataient de l'automne précédent. Tout indiquait que cette cachette avait été créée et utilisée dans les mois ayant précédé la disparition. Claire interrogea à nouveau les voisins, cette fois avec des questions plus précises. Avaient-ils entendu des bruits étranges dans la pharmacie? Des chuchotements, des pas furtifs, des voix d'enfants à des heures inhabituelles. Plusieurs témoignages convergèrent. Effectivement, ces derniers mois, la pharmacie semblait parfois vivante, à des moments où elle aurait dû être fermée et silencieuse. Marguerite Hoffmann se souvint d'une nuit de décembre où elle avait été réveillée par des bruits dans la rue. En regardant par sa fenêtre, elle avait aperçu de la lumière dans la pharmacie vers 2 heures du matin. Elle avait supposé que Philippe travaillait tard, préparant ses commandes ou ses comptes. Maintenant, cette explication lui paraissait insuffisante. Un autre voisin, Henri Muller, révéla avoir plusieurs fois entendu des voix d'enfants provenant de la pharmacie en soirée, après les heures d'ouverture habituelles. « Ça ne m'avait pas étonné », expliqua-t-il. « Je savais que M. Baudelaire faisait l'école à ses fils. Je pensais qu'ils rattrapaient leurs leçons. » Tous ces témoignages peignaient un tableau de plus en plus troublant. Philippe semblait avoir organisé une vie parallèle dans sa pharmacie. Une existence secrète où ses fils évoluaient dans des espaces cachés. Mais pourquoi cette clandestinité? De quoi ou de qui Philippe cherchait-il à protéger Antoine et Baptiste? L'hypothèse d'un père surprotecteur prenait une dimension nouvelle. Philippe n'avait peut-être pas seulement isolé ses fils du monde extérieur, il avait peut-être créé un univers alternatif où ils pouvaient grandir à l'abri de toutes les menaces réelles ou imaginaires. Cette découverte éclairait d'un jour différent la personnalité du pharmacien disparu, mais elle soulevait aussi une question angoissante. Si Philippe avait pris tant de précautions pour cacher ses enfants, que s'était-il passé pour que ces précautions échouent? Qui ou quoi avait réussi à les débusquer de leur cachette si soigneusement aménagée? L'enquête entrait dans une phase nouvelle, plus sombre et plus complexe. Car il devenait évident que la disparition des Baudelaire n'était pas le résultat d'un départ impulsif, mais l'aboutissement d'une stratégie défensive qui avait fini par échouer tragiquement. 5 années cesse étaient écoulées depuis cette terrible matinée de janvier. Colmar avait repris son rythme habituel, mais la pharmacie Baudelaire restait fermée, ses volets clos témoignant d'un mystère non résolu. Marguerite Hoffmann, désormais âgée de 73 ans, passait encore quotidiennement devant le bâtiment silencieux, le cœur serré par le souvenir de cette découverte qui avait bouleversé sa vie tranquille. En 2017, l'annonce de la vente de la pharmacie suscita un regain d'intérêt dans le quartier. Un jeune entrepreneur parisien, Lucas Moreau, avait acquis les lieux dans l'intention d'y ouvrir une cafétéria moderne au rez-de-chaussée et d'aménager l'étage en espace de coworking. Ce projet de rénovation ravivait les espoirs secrets de tous ceux qui n'avaient jamais cessé de penser à Philippe et à ses jumeaux. Lucas était un homme de 35 ans, dynamique et ambitieux, qui voyait dans ce bâtiment historique
un potentiel commercial intéressant. Il n'était pas du genre à se laisser impressionner par les histoires locales, considérant la tragédie des Baudelaire comme un épisode malheureux mais révolu. Pour lui, il était temps de redonner vie à ces murs chargés d'histoire. Les travaux commencèrent au printemps 2017 sous l'œil vigilant des habitants du quartier. Chaque coup de marteau, chaque cloison abattue était scruté avec espoir par ceux qui gardaient au fond du cœur l'espoir d'une révélation. Marguerite elle-même trouvait des prétextes pour passer plusieurs fois par jour devant le chantier, observant discrètement les ouvriers. C'est au début de l'été que la découverte eut lieu. Les artisans s'attaquaient à la rénovation de l'ancien stock de médicaments dans l'arrière-boutique du rez-de-chaussée. En démolissant une cloison apparemment récente, ils tombèrent sur un espace dissimulé qu'aucun plan n'avait révélé. Cet espace, étroit mais suffisamment grand pour qu'une personne puisse s'y tenir debout, contenait des éléments qui figèrent le sang des ouvriers. Jean-Pierre Keller, le chef d'équipe, un homme expérimenté qui avait rénové des dizaines de bâtiments anciens, n'avait jamais rien vu de pareil. Un matelas fin était posé au sol, entouré de boîtes de conserve vides, soigneusement empilées. Mais ce qui le bouleversa le plus, ce fut la découverte d'un cahier d'enfant, aux pages cornées et jaunies, rempli de dessins touchants. Les dessins montraient des scènes de la vie quotidienne, vues par des yeux d'enfant. Une maison avec une cheminée qui fume, des personnages souriants se tenant par la main, des animaux aux couleurs vives, des soleils rayonnants au-dessus de paysages idylliques. Chaque page était datée et les signatures Antoine et Baptiste apparaissaient régulièrement, tracées avec la maladresse appliquée de bambins apprenant à écrire. Lucas Moreau, alerté par ses ouvriers, contacta immédiatement la police. Marc Rousseau, qui avait pris sa retraite 2 ans plus tôt, fut rappelé officieusement pour examiner cette découverte. L'ancien inspecteur, maintenant âgé de 52 ans, ressentit un mélange d'émotion et de frustration en pénétrant à nouveau dans ces lieux qui avaient tenté ses dernières années de carrière. « C'est exactement comme nous l'avions laissé », murmura-t-il en examinant la cachette. L'analyse du cahier confirma ce que tout le monde suspectait. Ces dessins avaient bien été réalisés par Antoine et Baptiste Baudelaire. Les dates S échelonnaient sur plusieurs mois précédant leur disparition, suggérant que les enfants avaient utilisé régulièrement cet espace comme refuge ou comme aire de jeu secrète. Cette découverte relança l'intérêt médiatique pour l'affaire. Les journaux nationaux s'emparèrent de l'histoire, titrant sur « Les secrets de la pharmacie maudite » et « Le mystère des jumeaux fantômes ». Des émissions télévisées consacrèrent des reportages à cette affaire qui cristallisait toutes les angoisses parentales. Comment protéger ses enfants dans un monde perçu comme de plus en plus dangereux? Monique Berger, désormais âgée de 70 ans, vécut cette redécouverte comme un déchirement. D'un côté, elle était heureuse d'avoir enfin des traces tangibles de ses petits-fils disparus. Ces dessins innocents témoignaient de leur créativité, de leur bonheur apparent malgré leur existence confinée. Mais d'un autre côté, cette trouvaille ravivait sa culpabilité et sa colère contre Philippe. Il les cachait, répétait-elle en pleurant devant les caméras. Il les cachait comme des coupables, comme des prisonniers. Mes pauvres petits-fils n'ont jamais eu droit à une enfance normale. Les nouvelles investigations menées suite à cette découverte ne révélèrent aucun indice supplémentaire sur le sort de la famille. L'espace secret avait été soigneusement nettoyé, probablement par Philippe lui-même, avant sa disparition. Aucune trace ADN récente, aucun objet personnel permettant de reconstituer les derniers moments des disparus. Cependant, l'analyse architecturale du bâtiment révéla l'existence d'un réseau complexe de passages et de cachettes témoignant d'une planification minutieuse. Philippe avait transformé sa pharmacie en véritable forteresse, créant un labyrinthe d'espaces secrets où ses fils pouvaient évoluer à l'abri des regards extérieurs. Cette révélation alimenta de nouvelles théories. Certains experts en psychologie familiale évoquèrent le syndrome de Diogène parental, une forme d'isolement pathologique où le parent enferme littéralement ses enfants pour les protéger du monde extérieur.
D'autres suggérèrent que Philippe souffrait peut-être d'un trouble paranoïaque consécutif au décès de sa femme. Mais ces explications psychologiques ne répondaient toujours pas à la question essentielle. Où étaient Philippe et ses fils? S'ils n'avaient pas quitté la pharmacie de leur propre gré, que leur était-il arrivé? Et si Philippe avait effectivement organisé leur fuite, pourquoi avoir pris tant de précautions pour aménager ses cachettes? En 2018, l'affaire connut un nouveau rebondissement. Un ancien employé municipal, François Weiss, contacta spontanément la police pour révéler une information qu'il gardait secrète depuis des années. Cet homme de 60 ans, technicien au service des eaux, affirmait avoir fait une découverte troublante lors de travaux de maintenance dans les égouts du quartier Saint-Maclou. C'était en 2014, raconta-t-il d'une voix tremblante. Je faisais une inspection de routine dans les canalisations sous la rue des Augustins. En remontant vers la surface, j'ai trouvé quelque chose d'étrange dans un renfoncement du tunnel. François avait découvert une petite caisse en bois, soigneusement étanchéifiée et dissimulée dans une niche des égouts anciens. À l'intérieur, il avait trouvé une poupée d'enfant, une petite chemise tachée et une photographie partiellement déchirée montrant deux garçons blonds. Il avait immédiatement reconnu les jumeaux Baudelaire, dont les visages S étalaient encore sur les affiches de recherche. « Oh, pourquoi n'avoir rien dit à l'époque ?» lui demanda l'inspectrice qui avait pris la succession de Marc Rousseau. François baissa la tête, visiblement rongé par la culpabilité. « J'ai eu peur d'être mêlé à cette histoire, peur des questions, peur des soupçons. Je me suis dit que ça ne changerait rien, que ces pauvres enfants étaient déjà morts depuis longtemps. » Cette révélation provoqua un séisme dans l'enquête. Pour la première fois depuis 6 ans, la police disposait d'indices matériels tangibles. La poupée et la chemise furent soumises à des analyses ADN poussées qui confirmèrent leur appartenance aux jumeaux disparus. Mais ces objets soulevaient plus de questions qu'ils n'apportèrent de réponses. Comment ces affaires personnelles des enfants S étaient-elles retrouvées dans les égouts? Qui les y avait placés et dans quel but? S'agissait-il d'un indice laissé volontairement par Philippe ou d'une mise en scène destinée à égarer les enquêteurs? L'analyse de la photographie déchirée révéla des détails troublants. Le cliché avait été pris dans la pharmacie même, probablement quelques semaines avant la disparition. On y voyait Antoine et Baptiste souriants, mais leurs yeux trahissaient une fatigue inhabituelle, une tristesse qui contrastait avec leur sourire forcé. Au dos de la photo, une inscription au crayon, partiellement effacée, « Mes anges gardent leurs secrets ». Cette phrase énigmatique alimenta de nouveaux débats. Que signifiait cette allusion au « secret » ? Philippe faisait-il référence aux cachettes qu'il avait aménagées ou à quelque chose de plus profond, de plus dramatique ? L'enquête fut officiellement relancée avec des moyens renforcés. Des fouilles systématiques furent organisées dans tout le réseau des égouts du centre historique de Colmar. Des plongeurs explorèrent les bassins de rétention. Des spéléologues sondèrent les caves anciennes du quartier. Pendant des mois, la ville résonna du bruit des pelleteuses et des sirènes de police. Mais malgré ces efforts considérables, aucun indice supplémentaire ne fut découvert. Il semblait que François Weiss avait trouvé les seules traces tangibles de la tragédie des Baudelaire. L'affaire retomba progressivement dans l'oubli médiatique, laissant derrière elle un goût d'inachevé et de frustration. En 2023, 11 ans après la disparition, le dossier fut officiellement classé sans suite. Cette décision administrative marquait la fin officielle des recherches, même si dans le cœur des habitants de Colmar, l'espoir ne s'éteignait jamais complètement. La pharmacie, devenue entre-temps un café moderne fréquenté par les touristes, avait retrouvé une nouvelle vie. Mais les anciens du quartier gardaient en mémoire l'histoire tragique de cette famille brisée. Marguerite Hoffmann, maintenant très âgée, continuait ses promenades quotidiennes, s'arrêtant parfois devant l'ancienne pharmacie pour adresser une prière silencieuse aux disparus. C'est en juillet 2024, par un après-midi d'été particulièrement chaud, que le destin offrit un dernier cadeau à cette histoire. Amélie Dupont,
où femme de ménage dans l'hôtel installé au premier étage de l'ancienne pharmacie effectuait un nettoyage de routine dans une des chambres quand elle remarqua une latte du parquet qui bougeait sous ses pas. Intriguée, elle souleva la planche de bois et découvrit un compartiment dissimulé sous le plancher. À l'intérieur, soigneusement protégés dans des sacs plastiques, se trouvaient des dizaines de cassettes audio étiquetées avec des dates S échelonnant de 2010 à 2012. Cette découverte, la dernière en date dans cette affaire qui avait marqué toute une génération d'habitants de Colmar, fut immédiatement signalée aux autorités. L'analyse des enregistrements révéla des heures de conversations intimes entre Philippe et ses fils, témoignage poignant d'un père aimant mais visiblement perturbé par ses propres démons. Les premières cassettes montraient une famille normale. Philippe aidant ses fils dans leurs devoirs, les encourageant dans leurs jeux, leur racontant des histoires avant le coucher. Mais au fil des enregistrements, l'évolution était perceptible. La voix de Philippe se faisait plus tendue, ses recommandations plus pressantes. Il répétait sans cesse aux enfants l'importance de rester silencieux quand des visiteurs venaient, de se cacher dans leur place spéciale, quand la sonnette retentissait. Sur l'une des dernières cassettes, datée du 15 décembre 2011, Philippe expliquait à ses fils avec une émotion palpable « Mes chéris, papa fait tout ça pour vous protéger. Il y a des gens méchants qui voudraient nous séparer, qui voudraient vous emmener loin de moi. Mais tant que nous resterons ensemble, tant que nous garderons nos secrets, personne ne pourra nous faire du mal. » La voix des jumeaux, claire et innocente, répondait avec l'obéissance touchante de l'enfance. « Oui, papa, on sera sage. On ne fera pas de bruit. » Ces paroles, enregistrées quelques semaines avant leur disparition, serraient le cœur de tous ceux qui les écoutaient. Mais c'est la dernière cassette, datée du 2 janvier 2012, qui révéla enfin la vérité sur cette tragédie qui avait hanté Colmar pendant plus d'une décennie. L'enregistrement commençait normalement, Philippe et les enfants discutant de leurs projets pour la journée du lendemain. Puis, soudain, un bruit sourd retentissait, suivi de pas précipités et de voix étouffées. On entendait Philippe chuchoter avec urgence « Vite, les garçons, dans votre cachette. Et quoi qu'il arrive, ne sortez pas, ne faites aucun bruit. » Les voix des enfants, soudain apeurées, répondaient dans un murmure « Papa, qu'est-ce qui se passe? Chut, mes anges, papa va régler ça, tout ira bien. » L'enregistrement se poursuivait dans un silence tendu, interrompu seulement par des bruits sourds et des conversations indistinctes. Puis, brutalement, tout s'arrêtait. Le reste de la bande était muet, comme si l'histoire de la famille Baudelaire S était interrompue à cet instant précis. Cette révélation finale apportait enfin des réponses aux questions qui avaient torturé tous ceux qui avaient suivi cette affaire. Philippe n'avait pas fui avec ses enfants. Il n'était pas parti de son plein gré. Quelque chose ou quelqu'un était venu interrompre brutalement leur existence clandestine, les arrachant à leur cachette si soigneusement préparée. Mais qui et pourquoi? Ces questions demeuraient sans réponse, ajoutant une dimension encore plus tragique à cette histoire. Car désormais, il était évident que Philippe, Antoine et Baptiste avaient été victimes d'un drame qui dépassait les simples conflits familiaux ou les troubles psychologiques d'un père en détresse. L'analyse technique des enregistrements ne révéla aucun indice sur l'identité des visiteurs nocturnes. Les voix étaient trop étouffées, les bruits trop confus pour permettre une identification. Cette dernière découverte, loin de clore le mystère, l'approfondissait encore, laissant derrière elle l'image déchirante d'une famille aimante mais terrorisée qui avait vécu ses derniers moments dans la peur et l'incompréhension. Aujourd'hui, 12 ans après cette terrible matinée de janvier, les habitants de Colmar portent encore en eux le poids de cette histoire inachevée. Marguerite Hoffmann, malgré ses 80 ans, continue ses promenades quotidiennes, gardant vivante la mémoire de Philippe et de ses jumeaux. Dans sa petite maison de la rue voisine, elle conserve précieusement une photo des enfants, espérant encore, contre toute logique, qu'un jour la vérité complète éclatera au grand jour. Car certaines histoires ne se terminent jamais vraiment.
Elles continuent à vivre dans le cœur de ceux qui les ont vécues, tissant une toile invisible de souvenirs, d'espoir et de questions sans réponse. Le mystère des Baudelaire fait désormais partie de El Ham de Colmar, rappelant à tous que derrière les façades les plus paisibles peuvent se cacher des drames d'une intensité bouleversante. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera enfin la clé de cette énigme qui a marqué toute une génération. Peut-être qu'Antoine et Baptiste, où qu'ils soient, pourront enfin connaître la paix. En attendant, leurs souvenirs continuent de vivre, portés par l'amour indéfectible de tous ceux qui ne les oublient pas. L'histoire que vous venez de vivre résonne-t-elle en vous? Ces moments d'émotion pure, cette tension qui vous a accompagné du début à la fin, cette compassion pour une famille brisée, c'est exactement ce que nous cherchons à partager avec vous à chaque épisode. Si cette enquête vous a touché, si vous ressentez encore cette émotion qui vous serre le cœur, alors vous comprenez pourquoi il est si important de continuer à raconter ces histoires humaines, ces mystères qui nous rappellent la fragilité de nos existences. Votre soutien nous permet de continuer cette mission, de donner une voix à ceux qui n'en ont plus, de maintenir vivante la mémoire de ces familles brisées. Un simple clic sur « J'aime » permet à d'autres personnes de découvrir ces histoires. Un commentaire où vous partagez votre émotion, vos réflexions, vos propres expériences, crée cette communauté de cœurs sensibles qui nous unit tous. Et votre abonnement nous donne la force de continuer, semaine après semaine, à explorer ces mystères qui nous touchent au plus profond de notre humanité. Racontez-nous dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu cette angoisse de voir un proche éloigné, cette peur de ne pas savoir, de ne pas comprendre? Vos témoignages nous rappellent que derrière chaque écran se cache un être humain avec ses propres blessures, ses propres espoirs, ses propres mystères.